Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'îlot des mamans. Pour ce premier épisode, nous nous retrouvons sous un format long en compagnie de Cécile Calichon. Cécile est fondatrice de l'école de thérapie intuitive ETI et enseigne le coaching et la thérapie intuitive en France et à l'étranger. Elle est coach, thérapeute, conférencière, active sur les réseaux, auteure et maman d'un grand enfant. Son dernier livre, Mon carnet des synchronicités, vient d'être publié aux éditions Merci les livres. Comment vas-tu Cécile ? Je vais très bien, merci. Lors d'un des stages que tu animais, je me souviens que tu nous avais partagé quelques éléments de ta grossesse et de ton accouchement. Dans mon souvenir, tu nous parlais de mantra, de yoga, d'une chaise très particulière, brésilienne, il me semble, et aussi d'alimentation végétarienne, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui, en effet. Alors je te propose qu'on commence par ta grossesse, d'accord ? Je sais qu'il y a plusieurs façons de vivre sa grossesse. Certaines femmes choisissent de la vivre accompagnée dans un cadre médical, d'autres de la vivre de façon plus naturelle, le plus naturellement possible en fait, ou encore de combiner les deux. Qu'as-tu choisi toi pour cette grossesse ? Alors moi, je suis déjà quelqu'un qui favorise vraiment toutes les méthodes naturelles. Donc, il était évident pour moi que j'avais envie de passer ma grossesse dans un cadre le plus sain possible. Donc déjà, au niveau des pratiques que je faisais régulièrement, c'était beaucoup de méditation, du yoga, de la présence, beaucoup de promenades en nature, jusqu'à très très tard d'ailleurs, même à une semaine de l'accouchement, j'allais encore marcher en montagne, parce que je pense que quand on est enceinte, on a toute l'énergie suffisante pour faire tout ce que l'on fait habituellement. Et puis au niveau de l'alimentation, j'étais quasi végane, c'est-à-dire que il n'y avait aucun produit laitier à part un petit peu, je me rappelle avoir mangé quelques fois du fromage de chèvre. Mais j'avais aussi supprimé tout ce qui est sucre, parce que, ayant quelques petites notions de naturopathie, je savais que le sucre prenait les oligo-éléments et puis les vitamines un petit peu dans le corps, et je voulais absolument que mon bébé ait absolument tout ce qu'il voulait. Donc, j'avais d'ailleurs, je me rappelle, une peau magnifique, quoi. Je pense que c'était en lien, pas seulement en lien avec la grossesse, mais aussi en lien avec le fait que je mangeais d'une manière très, très simple et quasi végane. Mais surtout, ce que j'ai privilégié, c'est aussi d'être à l'écoute de mes émotions, parce que quand on est enceinte, on devient très sensible, donc tout est un petit peu exacerbé, et c'est important d'écouter tout ce qui se montrait là. Et je me suis beaucoup respectée dans le temps, les temps pour moi, d'avoir la possibilité. J'ai eu la chance que j'étais déjà chef d'entreprise à l'époque. J'avais une librairie ésotérique et un salon de thé bio. Et c'est vrai que j'ai pu confier la gestion de mon entreprise au papa de mon fils à l'époque. Et donc, j'avais la possibilité de prendre beaucoup de temps pour moi, ce qui était vraiment formidable. Trop bien, merci pour cette réponse. Justement, tu parlais d'hypersensibilité pendant la grossesse. Comment est-ce que toi, tu as vécu du coup cette hypersensibilité ? Ça n'a pas été simple tous les jours. Surtout que j'étais un petit peu, moi, partie, comme je voulais absolument accoucher à la maison, j'étais un petit peu partie en guerre contre tous ceux qui ne voulaient pas que je fasse ce choix. Et d'ailleurs, mon livre de chevet, c'était Manuel de guérilla pour une femme enceinte, que je ne conseille pas. Parce qu'aujourd'hui, je sais que si on part pour la guerre, on a la guerre. Et donc, il vaut mieux partir pour la paix et se dire que chacun va respecter le choix qu'on a fait. Aujourd'hui, je serais beaucoup plus sereine à l'idée de faire ce choix, parce qu'évidemment, c'est le même choix que j'aurais aujourd'hui. C'est d'à nouveau accoucher à la maison ou d'accoucher dans l'eau avec un dauphin. Ça, ce serait le rêve absolu. Mais c'est vrai que cette sensibilité exacerbée, cette hypersensibilité, n'était pas tous les jours facile à gérer. Mais la méditation et le yoga m'ont beaucoup aidée. Et puis voilà, des amis qui étaient déjà passés par là m'ont soutenue aussi. Même après, quand il y a l'allaitement, c'est pas toujours évident non plus. Voilà, donc le fait d'être bien entourée, le fait de pouvoir pratiquer aussi des méthodes à la fois thérapeutiques, spirituelles ou bien qui favorisent la tranquillité, la pleine conscience, eh bien ça a beaucoup aidé à gérer cette hypersensibilité des femmes qui sont enceintes. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux futures mamans qui nous écoutent pour arriver à encore mieux écouter et accueillir surtout leurs émotions ? Est-ce qu'elles peuvent passer, toi du coup qui es thérapeute et fondatrice d'une école, est-ce que tu conseillerais à une femme enceinte par exemple de recevoir des séances ou en fait
tout ce qui te vient à l'esprit en fait pour mieux gérer les émotions en fait. Est-ce que tu leur conseillerais? Alors oui, vraiment, parce que moi, si j'avais eu ça à l'époque, je l'aurais fait évidemment. Euh, Même lorsque j'étais pas thérapeute intuitive, mais que j'avais mon cabinet d'hypnothérapie, je recevais beaucoup de femmes enceintes. Franchement, ça aide énormément de pouvoir faire des séances avec quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous entendre. Et la thérapie intuitive, elle est tellement, tellement efficace. Donc, je sais que toi, tu pratiques aussi la thérapie intuitive. Franchement, c'est quelque chose qui est absolument formidable pour libérer tout ce qui a besoin d'être libéré et qui se montre lorsqu'on est enceinte. Qui n'est pas toujours facile quand on est tout seul. Le fait d'être accompagné, bien évidemment, c'est merveilleux, quoi. Oui, en fait, que ce soit pendant la grossesse, mais aussi à n'importe quel moment de notre vie, en fait, effectivement. Dès que tu m'as parlé de mantra pendant ce stage, je me suis dit que tu avais forcément des astuces que tu utilisais vraiment uniques, on va dire, pendant ta grossesse. Je sais que tu en as un peu parlé, mais est-ce que, par exemple, pour le yoga, est-ce que tu étais accompagnée par quelqu'un qui te faisait faire du yoga à la maison, ou est-ce que c'était plutôt... comment ça se passait, en fait? J'avais mon propre yoga à la maison et j'ai fait quelques séances de yoga Kundalini à l'époque. C'était un yoga dynamique et j'ai pas vraiment aimé en vrai. Voilà, après j'avais une pratique spirituelle déjà depuis un moment, donc j'ai continué de suivre ma pratique spirituelle en étant encore plus présente. J'étais très très calme quand j'étais enceinte. Je suis toujours calme en vrai. Mais donc c'est quelque chose que j'aime favoriser, le calme intérieur. Donc, et je trouve que c'est une belle chose à offrir à son bébé. Le bébé qui est en train de grandir à l'intérieur de soi, de lui offrir vraiment une présence et du calme et d'être à l'écoute. Aussi, ce qu'on avait fait, c'est de l'aptonomie. Et l'aptonomie, c'est quelque chose d'assez formidable. Ça permet au papa d'être très présent et de pouvoir communiquer avec l'enfant quand il est dans le ventre de la maman. Donc ça l'implique complètement dans la grossesse et c'est assez merveilleux. La première séance d'aptonomie, je me souviens, j'avais fait le rêve... Mon petit bébé qui sortait de mon ventre, qui me faisait un câlin sur le nez, puis après il était retourné dans mon ventre, juste pour me dire qu'il était content qu'on ait fait de l'aptonomie. Et ouais, et ça peut aider aussi même au moment de l'accouchement d'avoir cette présence des deux parents qui savent comment faire pour... Voilà, on apprend au papa à prendre contact avec le bébé et à lui parler, et l'enfant répond dans le ventre, et c'est génial ce truc-là. L'aptonomie, c'est cool. Génial. Je le mettrai en description pour que vous ayez le nom pour pouvoir rechercher ça de votre côté. Autre question du coup, concernant aussi ces astuces-là pour mieux accompagner les femmes enceintes. Est-ce qu'il est possible, si elles ne sont pas dans la spiritualité comme toi, ou en tout cas cette ouverture d'esprit, est-ce qu'il est possible de méditer en fait, même si on n'a jamais fait de méditation ? Alors, même si on n'a jamais fait de méditation, oui, on peut bien sûr, on peut commencer n'importe quand, même quand on est enceinte. Ce qui peut être bien, c'est de faire aussi de la relaxation. Voilà, sur Internet, on peut trouver sur YouTube des tas de choses qui nous permettent d'être accompagnés aussi dans la relaxation, la méditation. Sur ma chaîne YouTube, on peut trouver quelques méditations guidées également. Donc oui, on n'a pas besoin d'être dans la spiritualité pour faire de la méditation. Il suffit juste d'avoir envie d'être dans le bien-être. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez commun. La méditation, on la retrouve partout. C'est conseillé pour libérer le stress et pour se sentir vraiment bien. Donc, il n'y a pas besoin en fait d'adhérer à quoi que ce soit pour faire de la méditation ou de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est chouette. Et aussi le travail de respiration. Alors c'est vrai que quand on est enceinte, il faut faire peut-être un petit peu attention à ce qu'on choisit au niveau de la respiration. Mais le simple fait d'apprendre à respirer et d'asseoir le calme de la respiration en soi, c'est déjà quelque chose qui s'apparente à de la méditation. Il faut savoir que pour bien méditer, c'est important d'avoir le dos bien calé. Donc il existe des chaises de méditation qui peuvent être utiles pour les femmes enceintes, je pense. Et je pense qu'aussi, le fait de pouvoir faire des massages, je crois que tu pratiques, toi, des massages. D'ailleurs, juste au passage, j'adore tes massages. Vraiment. Tellement de douceur et de conscience dans ce que tu fais, j'adore. Et je crois que ça peut être vraiment chouette aussi pour les mamans de s'offrir ces petits moments de douceur et de tranquillité avec elles-mêmes, quoi. En présence d'une personne qui s'y connaît un petit peu et qui peut offrir... quelque chose de beau comme toi tu fais. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas pour cette parallèle. C'est vrai que les personnes que j'ai massées, à chaque fois, ils me disent « mais ça doit être génial d'avoir ça régulièrement parce que ça soulage tellement le dos ». Et ils m'expliquent qu'elles ont un ventre du coup qui souvent est plus imposant au fur et à mesure des mois et que du coup, elles ont mal au dos. Et du coup, ça les soulageait mais tellement. Et il y avait un côté très doux et enveloppant qu'elles mettaient en avant. Donc vraiment... je pense que c'est quelque chose que je voudrais aussi pour mes grossesses, ça c'est une évidence. C'est pour ça aussi que je le propose. Pour continuer,
Justement, je voulais qu'on parle de ton alimentation pendant la grossesse. Je sais qu'aujourd'hui tu es végane, que ça fait de nombreuses années que tu es végétarienne. Tu en as un peu parlé en début du podcast, mais est-ce que du coup c'est vraiment un choix qui était seulement pris avec toi-même? Est-ce que c'était un choix en couple? Est-ce que c'était... du coup, c'est une vision pour ton fils plus tard. En fait, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, ma grossesse et l'alimentation pendant ma grossesse, je la veux comme ça? Alors déjà, j'étais végétarienne, donc il était hors de question d'ailleurs, que je mange de la viande. Je me souviens d'un médecin qui m'avait dit qu'il fallait que j'en mange. Je lui ai dit, non, il n'est pas question. Donc non, surtout qu'il n'y a absolument rien de nutritif dans la viande. Même la protéine, elle est moins, j'ai envie de dire, elle est d'une qualité moindre que celle que l'on peut trouver dans le végétal. Donc c'était juste une évidence pour moi. Pourquoi vegan? Comme je l'ai expliqué, j'ai quelques notions de naturopathie. Je savais que les produits laitiers sont vraiment pas du tout bons à la santé. Donc déjà, je vais vraiment éviter ça parce que ça acidifie beaucoup le corps. Et donc, je voulais éviter ça pour mon bébé. Et également, le sucre aussi, c'est pas très bon non plus du tout. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ça. Après, c'est vraiment aussi... pour moi... Et j'ai remarqué ça chez d'autres personnes, que le fait de manger vegan ou même végétarien quand on ne mange pas trop de produits laitiers, eh bien ça favorise le calme. Parce que ce qu'on mange, en fait, n'a pas souffert. Enfin, bon, voilà. Il y a toujours une personne qui va dire oui, mais le légume, il souffre. Ça me fait toujours rire d'ailleurs, ce genre de réponse. Mais bref, en tout cas pas avec la même conscience, et même si on traite, même si on peut parfois bien traiter les animaux, il y a quand même une certaine souffrance, qui fait qu'on n'absorbe pas cette souffrance quand on mange végétarien ou vegan, notamment vegan. Et du coup, ça évite beaucoup de stress dans le corps. Voilà. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se respecter et de s'écouter, parce que il vaut mieux en fait vivre, il vaut mieux manger ce qu'on aime manger et se sentir libre, parce que c'est quand même le côté émotionnel qui va favoriser le bien-être du bébé qui grandit en soi. Donc au plus on est en accord avec soi, le mieux c'est. Voilà, donc on peut pas dire tiens, parce que je suis enceinte je vais devenir végane. Non, ça pourrait être pas facile. Il faut que ce soit un vrai choix qui soit pris, je pense, en toute conscience, et qui ne concerne pas la grossesse, qui soit avec soi, pas par rapport à la grossesse, quoi. Voilà ce que je pense. Et du coup, je connais déjà la réponse, mais pour les personnes qui nous écoutent, ton choix d'avoir cette alimentation-là pendant ta grossesse, est-ce que ça a eu du coup un impact sur ton fils aujourd'hui? C'est vrai que tout à l'heure, tu m'as posé la question aussi si c'était une décision en couple. C'est vrai que le père de mon fils était aussi végétarien, donc c'était normal pour nous aussi que notre enfant soit végétarien. Et mon fils aujourd'hui, il a 22 ans et il est toujours végétarien. Donc voilà, il est d'ailleurs en très bonne santé, il a toujours été en très bonne santé. Ouais, voilà. Donc je suis très heureuse de ce choix, évidemment. Je te propose de passer à présent au récit de ton accouchement. Alors, ça y est, c'est le grand jour. Comment ça s'est passé? Alors déjà, il faut savoir qu'un accouchement à la maison, ça se prépare. Ça se fait pas comme ça. Ça demande de contacter une sage-femme qui est d'accord d'accompagner à la maison. Et c'est dès le début de la grossesse qu'on est accompagné pour ça, hein, d'accord. Moi, je suis assez rebelle à tout ce qui est obligation. Donc, si c'est bon pour moi, j'accepte. Si c'est pas bon, si je pense que ce n'est pas bon pour moi, j'accepte pas. Et donc, c'est vrai qu'il y a même la dernière échographie, par exemple, je l'ai pas faite parce que je la trouvais complètement, enfin pour moi en tout cas, elle était pas utile. Et le choix d'accoucher à la maison, c'est aussi un choix parce que, déjà, c'était d'être vraiment dans un espace, encore une fois, de calme. De respect pour moi-même, pour mon bébé, pour notre famille. C'est un choix parce que, avant tout, on est des mammifères et la nature sait très bien faire les choses.
Et d'ailleurs, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Mon bébé est un mammifère et qui explique qui est l'expérience d'un médecin qui a permis à de nombreuses femmes d'accoucher à la maison et qui explique que effectivement, quand l'accouchement se met en route, eh bien, on passe sur le cerveau mammifère, sur le cerveau instinctif. Et donc, c'est pas le moment de nous demander notre numéro de sécurité sociale, quoi. Donc, la nature prend à ce moment-là le dessus. Et personnellement, il n'y avait aucune pensée, il y avait juste l'instant présent. Alors, comment ça s'est passé ? Ça a commencé assez tôt le matin, où j'ai commencé à sentir des petits trucs dans mon ventre qui se passaient. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est des petites contractions. Je trouve que c'est un petit peu régulier. Donc, j'ai appelé ma sage-femme. Donc, j'habitais à la montagne et elle habitait dans la vallée. Donc, il lui fallait moins 1 heure pour venir. Donc, je l'ai appelée. Elle m'a dit, oh, c'est cool, j'arrive. Donc, ça, c'était vers, 7h, 8h, je ne sais plus, du matin. Et ça avait commencé vers 5h. Et elle est arrivée tranquillement à midi, mais bon, moi, ça allait. Donc, j'avais lu qu'avec des sons graves, on pouvait ouvrir le col de l'utérus. Donc, je chantais des ohms. À chaque fois que j'avais une contraction, je chantais un ohm. Et donc, elle est arrivée vers midi et je crois que j'ai dû perdre les os vers 13h, quelque chose comme ça. Et là, au début, c'était des petites vagues et puis des petites vagues de plus en plus régulières. Et puis, ça a commencé à être de grosses vagues. Et quand j'ai perdu les os, là, ça a commencé à devenir le tsunami, de grandes vagues, avec des ohms qui devenaient de plus en plus aigus. Alors, la chance que j'ai eue, c'est comme j'étais à la maison, j'avais la possibilité de libérer le cri, ce qu'on ne permet pas à l'hôpital ou à la clinique, ce qui est vraiment dommage, parce que voilà, c'est quand même chouette. Et aussi, j'ai favorisé la gravité, c'est-à-dire que j'étais debout, et après, on a utilisé une chaise brésilienne, qui est une chaise qui permet de se mettre accroupi, parce que la meilleure position pour accoucher, c'est accroupi. Et donc, et qui soutient le dos. Voilà. Donc, quand les contractions étaient dans le ventre, ça allait. Après, elles sont passées un peu dans le dos, là, c'était moins facile. C'est, voilà. Bon, les femmes qui sont passées par la sang péridurale savent de quoi je parle. Mais c'est quelque chose qu'on oublie derrière, donc c'est OK, quoi. De toute façon, on est faite pour ça aussi. Cela étant, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas du tout fait pour accoucher dans la douleur, pas du tout. Je pense que c'est une croyance, c'est une illusion, c'est quelque chose dont on peut se défaire absolument. Et d'ailleurs, il existe aujourd'hui des femmes qui accouchent en ayant un orgasme, ça s'appelle la naissance orgasmique. D'ailleurs, il y a un livre de ce nom-là, la naissance orgasmique, que je conseille. Et la prochaine fois que j'accouche, ça sera comme ça, avec vraiment, sans douleur et avec un côté extatique et orgasmique, en fait, qui part aussi de l'éveil de la Kundalini et aussi de savoir se connaître et de se gérer dans le corps physique. Et donc, ça, c'est pour moi vraiment merveilleux de savoir ça et de savoir qu'on peut vraiment préparer son accouchement pour une naissance avec du plaisir. Oui, mesdames, avec du plaisir et non plus de la douleur. C'est pas merveilleux, ça. Donc voilà. Et après, eh bien, mon fils est né à 5h. Donc ça commençait à 5h du matin, il est né à 5h de l'après-midi. Et voilà, elle me l'a mis sur le ventre. Et ensuite, je l'ai fait téter. Et elle a attendu, nous a laissé tranquille pendant une bonne heure. Et ensuite, elle est revenue pour voir si le cordon avait arrêté de battre. Parce que tant qu'il bat, ça veut dire que le sang passe dans le cordon. Et ça veut dire que potentiellement, si on coupe le cordon, quand il y a encore le sang qui passe dans le cordon, ça peut faire mal aux poumons du bébé. Et donc, en fait, lorsqu'il a cessé de battre, ça veut dire que c'est maintenant le bébé qui a pris le temps de respirer par lui-même. Et donc, on peut le couper sans faire mal au bébé. Donc ça, c'est génial à savoir aussi quand même. Et puis après, évidemment, une fois qu'elle a coupé le cordon, il fallait que je fasse une dernière poussée pour sortir le placenta, parce qu'il y a encore le placenta à sortir derrière. Et sinon, nous, si je peux me permettre de raconter ça, on savait qu'il ne fallait pas laver le bébé parce que le bébé a une petite couche protectrice sur lui qui s'appelle le vernix. Et donc, il faut le masser avec cette petite couche qui est comme une sorte de crème. C'est étonnant, c'est un petit peu épais. Et d'ailleurs, les bébés sont propres quand ils naissent, sont très propres. Et un bébé, c'est propre d'ailleurs. Et on ne lui a pas donné de bain avant le 2e ou 3e jour, je crois même 3e jour, pour qu'il puisse bénéficier de cette protection naturelle qui est bien faite par la nature. La nature est juste merveilleuse. Elle sait absolument bien faire les choses. Et donc, dans l'ensemble, oui, mon accouchement s'est passé super bien, évidemment. J'aurais eu un petit ostéopathe là, qui m'aurait dénoué quelques trucs dans le dos, ça aurait été encore plus
encore plus doux, parce que là, c'était pas toujours doux. Je veux pas vous dire des bêtises. En vrai, c'était vraiment fort. Un tsunami, c'est un tsunami. Mais ça m'a montré à quel point on avait de la force, quoi. À quel point c'est, waouh, une aventure extraordinaire de mettre au monde un enfant. C'est juste extraordinaire. Trop bien, merci beaucoup. Et aujourd'hui, quel serait ton accouchement idéal ? Alors, encore une fois, je choisirais quand même un accouchement intime et personnel avec juste l'homme que j'aime et une sage-femme ou une personne qui nous accompagne. J'adorerais accoucher avec les dauphins dans l'eau. Peut-être dans l'eau de mer avec un dauphin, ça serait merveilleux. Mais de toute façon, c'est sûr et c'est certain, ça serait un accouchement qui se passerait dans l'intimité d'une maison, d'un lieu qui nous soit réservé, quoi. Voilà. Je te propose qu'on reparte un peu sur ta grossesse, parce qu'il y a une question intéressante. Est-ce que tu faisais quelque chose de particulier pour le développement de ton enfant dans ton ventre ? C'est une bonne question. J'avais entendu, je crois que c'est la méthode Tomatis, quelque chose comme ça, j'avais entendu que c'était important en fait. Alors déjà, je communiquais toujours avec lui et j'invitais toujours aussi le papa à communiquer, donc on communiquait beaucoup. Et donc, je lui expliquais tout ce qui se passait, tout, c'était rigolo. C'était rigolo. Que la première échographie, je lui avais dit qu'il allait entendre des sons et à l'échographie, il avait les mains sur les oreilles. Je te jure, c'était trop marrant. J'ai dit, ah non, mais il m'a entendu. Et ouais. Et donc, donc la communication. Et j'ai écouté beaucoup de musique classique parce que j'avais entendu dire que ça favorisait le développement du cerveau. Donc voilà, j'ai choisi vraiment la musique douce, de la musique classique et voilà des choses qui me rendaient heureuse et joyeuse. Et puis voilà, je pense que c'est... Après, je fais confiance à la nature et voilà. J'aimerais juste revenir, tu parlais d'un ostéo, mais je crois que tu nous as pas expliqué quel type d'ostéo. Est-ce qu'il y a besoin d'un ostéo en particulier avec une technique particulière ou tout ostéo ça va en fait ? Ou il y a un conseil peut-être en plus ? Alors, il faut savoir que j'ai fait 5 ans de thérapie manuelle Poyer, qui est de l'ostéopathie douce, même si en France on ne peut plus noter ce mot sur cette technique, c'est quand même de l'ostéopathie. Dans le respect des pères de l'ostéopathie. Eh bien, oui, c'est donc... mon professeur, justement, de l'époque, lui, il avait aidé, je crois, sa femme à accoucher à la maison et lui faisait de l'ostéo pendant qu'elle accouchait, et donc elle n'avait aucune douleur. Et donc, je m'étais dit, ah ouais, le prochain accouchement que j'ai mon ostéo personnel, thérapeute Poyer, qui est là, pour ne souffrir nullement du dos. Mais il y a pas, je pense que si déjà les femmes qui sont enceintes vont régulièrement en fait, se libérer les lombaires et le dos avec un ostéo qui fait vraiment de l'ostéopathie très douce. Par exemple, la thérapie manuelle Poyer, c'est moins d'1 gramme de pression, donc c'est vraiment très très doux. Et c'est très efficace. Eh bien, je pense que ça peut favoriser un accouchement très libre au niveau du bassin et des lombaires, et donc éviter les contractions dans le dos qui sont les plus douloureuses. Voilà, je pense vraiment qu'on peut accoucher sans douleur. Vraiment, 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 vraiment. Et je pense que c'est aussi un mindset dont on doit se préparer dès le départ et dès le début. Et ça peut aider aussi, comme je disais, la thérapie intuitive ou bien de se faire coacher ou j'en sais rien, ou de se faire aider ou pour favoriser en fait cet objectif et le mettre, l'accomplir en fait avec succès, de réussir son accouchement, de libérer ce qu'il y a à libérer pour que ça se passe merveilleusement bien. Merveilleux, merci d'avoir précisé pour cet ostéo que tu voudrais. Je sais que les mamans se posent la question de est-ce que j'allaite mon bébé, est-ce que je ne l'allaite pas, est-ce que c'est possible de l'allaiter ? Qu'est-ce que toi t'as choisi en fait pour ton enfant ? Alors moi, comme je suis très liée avec tout ce qui est le plus naturel possible, pour moi c'était juste évident qu'il fallait allaiter l'enfant. Je ne crois pas à l'histoire du mauvais lait ou qu'on ne peut pas allaiter. En fait, toutes les femmes sont capables d'allaiter. C'est juste pareil, encore une fois, une histoire de préparation. C'est pas toujours facile au départ, mais en fait, si on sait se faire accompagner, je pense notamment à la Leche League qui accompagne les femmes qui favorisent l'allaitement et l'allaitement long. Mon bébé a commencé à manger à 8 mois. Donc jusqu'à 8 mois, il était allaité en totalité. Et à partir de 8 mois, il a commencé à manger et j'ai continué l'allaitement à la demande, donc avec les repas normaux, jusqu'à ses 2 ans et demi.
Donc pour moi, c'était chouette parce que en fait, on a là une immunité naturelle qui se met en place pour l'enfant. La nature, encore une fois, nous a dotés de tout ce dont on a besoin pour offrir ce qu'il y a de meilleur à notre enfant. Ça développe aussi sa mâchoire, ça développe vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment idéal, en fait, hein, l'allaitement. Et ça permet, d'offrir aussi un espace de tendresse et de douceur au bébé. Moi, j'étais très bébé kangourou, donc on a acheté une poussette, par exemple, le plus tard possible, parce qu'on a beaucoup, beaucoup porté notre enfant. Je crois que c'est très important de porter l'enfant, tout petit et puis plus grand. Et donc, je favorise le fait que même les bébés soient amenés au travail si les femmes doivent retravailler, parce que c'est ce qui se passe en Suède, par exemple. Les femmes, elles peuvent amener, je crois, leur bébé au travail. Je trouve ça cool. Et par exemple, là en stage, moi, quand il y a une maman qui a un petit bébé qui veut faire le stage, je dis toujours, tu peux venir avec ton bébé, parce que pour moi, c'est important. Et si je devais, parce que j'adore mon métier, si je devais avoir un autre enfant et peut-être reprendre ce que je fais avec mon bébé, ce serait avec mon bébé, quoi, tu vois. Et que ce soit le papa qui le porte ou que ce soit la maman, bien sûr, hein. Mais ouais, c'est tellement chouette. C'est tellement chouette. Après, il y a aussi l'histoire, tu sais, de garder aussi le bébé près de soi la nuit. Et puis aussi, tout à l'heure, on parlait de la crèche. Mon bébé, je n'ai été une fois à la crèche. Je me dis, mais en fait, c'est quoi ça, la crèche? Alors, j'ai la chance que je pouvais, parce que j'étais chef d'entreprise, donc je pouvais choisir de garder mon bébé. Mais en fait, on est des êtres d'adaptabilité. Je ne sais pas si je vais bien arriver à dire ce mot, adaptabilité. Donc en fait, un bébé, il s'adapte absolument à tout. Si nous, on ne se prend pas la tête, on va avoir un bébé qui va pouvoir s'adapter à tout. Et donc, il a bien le temps de s'adapter à l'école. On n'a pas besoin de le préparer à l'école, parce que voilà. Bon, après, chacun fait ses choix. Moi, j'avais fait aussi le choix de l'école à la maison. À partir d'un certain âge, j'avais fait ça. Mais la crèche m'a jamais semblé essentielle pour le développement de l'enfant, quoi. Au contraire, au plus on est en famille, au plus on est proche de ses enfants, au plus on leur fait vivre notre aventure aussi à nous, au plus on les inclut dans notre vie, et le mieux c'est, je trouve, c'est tellement merveilleux d'avoir un enfant. Pourquoi aller le mettre à la crèche, déjà, qui va passer la majeure partie de son temps à l'école, alors c'est bon, quoi. Normalement, on est censé rester ensemble quand on a des enfants, quoi. Voilà, bon, ça c'est mon avis, mais je trouve ça bien de pouvoir permettre au bébé d'être là avec nous, quoi qu'on fasse. Voilà. Et pour terminer, si tu devais donner un mot pour exprimer ce moment qui était ton accouchement, quel serait-il, ce mot? Le mot que je choisirais, c'est conscience. Ouais. Je pense que c'est ce qui résume vraiment mon accouchement. Conscience. C'est un mot positif. Trop bien, c'est important. Et du coup, un autre mot pour exprimer, pour qualifier, on va dire, si c'est possible, ce moment où bébé est sorti et qu'il est sur toi. Je te vois faire des grands yeux en mode waouh. C'était un mot pour décrire ça, parce que c'est vraiment quelque chose de tellement nouveau, le premier enfant. Enfin, je sais pas, peut-être que le deuxième, c'est pareil, si ça se trouve, parce qu'il y a un émerveillement, c'est waouh. Enfin, moi, ça serait waouh. Le mot, ce serait waouh. Waouh. C'est tellement beau d'avoir un enfant, c'est tellement beau. C'est tellement beau de mettre au monde un enfant. C'est vraiment... La création est tellement bonne avec nous et généreuse de nous permettre de vivre des moments extraordinaires comme ça. Et je ne sais pas ce que c'est pour un papa de vivre aux côtés de sa femme un accouchement comme celui-ci. Mais je pense que le mot, ça serait waouh aussi. Il y a beaucoup de force, de puissance aussi dans le fait de mettre un enfant au monde. Et chaque fois qu'une femme met au monde un enfant, je lui dis toujours bravo pour cet exploit. Parce que je trouve ça vraiment merveilleux. Et c'est comme je disais tout à l'heure, un tsunami, mais aussi un marathon, ou j'en sais rien. Mais c'est un exploit, en fait. Et en même temps, c'est un exploit qui se fait naturellement avec la nature à nos côtés.
Je ne sais pas ce que c'est qu'un accouchement avec une péridurale, évidemment, ça doit être différent. Et je ne remets pas en cause la puissance de ce que ça peut être pour les femmes qui ont choisi cet accompagnement-là, alors la clinique et tout. Mais personnellement, je trouve ça dommage de se priver de ce que la nature nous offre, en fait, avec la possibilité de faire ce chemin que j'appellerais initiatique, qui est à la fois de vivre une grossesse et de mettre au monde un enfant. Et je pense que c'est une vraie initiation pour la femme. Merci, trop bien. Merci beaucoup Cécile pour ta venue, pour tout ce que tu nous as partagé. Ça va forcément être utile pour les personnes qui nous écoutent, qu'elles soient actuellement enceintes ou simplement maman. Ça va forcément ouvrir des nouveaux horizons, on va dire, des nouvelles façons de penser, en tout cas d'interpréter la vie de façon plus consciente, je l'espère en tout cas, parce que c'est trop chouette. Et puis on peut te retrouver Cécile sur Instagram, TikTok, YouTube aussi, et aussi lors des stages que tu fais avec l'école de thérapie intuitive. Vous aurez toutes les informations en description pour pouvoir découvrir Cécile un peu plus que dans ce podcast, c'est trop bien. Et voilà, merci beaucoup pour ton temps, c'était trop chouette de partager ça avec toi. Merci Coralie pour ton invitation et c'était un grand plaisir aussi pour moi de partager ces moments avec toi. Et bravo pour ce podcast qui va être absolument merveilleux pour plein de femmes, j'en suis sûre, qui vont pouvoir être guidées ou orientées en tout cas dans leur choix et découvrir aussi de nouvelles possibilités peut-être qu'elles n'avaient pas envisagées.